Bonjour à ceux et celles qui sont déjà présents. On va commencer dans quelques secondes. On attend les personnes qui devraient nous rejoindre. Je voudrais m'assurer que tout le monde voit bien ma tête et surtout les slides que je vais projeter en parallèle. Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout fonctionne, s'il vous plaît? Donc, vous pouvez utiliser le chat. Certains le font déjà. Tout est OK, tout est OK. Parfait. Bah, écoutez, je vous propose qu'on commence. Bonjour à tout le monde, merci pour vos confirmations. Bienvenue pour, cette conférence de la quinzaine des métiers du marketing digital. Vous avez peut-être assisté à la conférence de ce matin, qui était animée, par Cindy. L'idée de cette, quinzaine, en fait, ça va être, d'essayer de vulgariser, ces métiers du marketing digital pour, les candidats à nos métiers, pour les entreprises, les financeurs. En tout cas, essayer d'éclaircir un petit peu, ce que c'est que le marketing digital. Pour ma part, je vais, essayer de vous expliquer en quoi consiste mon métier de social media manager. Donc dans le marketing digital, on a des termes un peu barbares comme ça. L'idée, ça va être vraiment de décrypter un petit peu, le quotidien, d'un social media manager. En tout cas, j'essaierai de vous parler de mon quotidien à moi. Pour commencer, je me présente. Donc je suis, Bastien Péan, je suis senior social media manager. Ça fait 10 ans maintenant que je fais, ce métier. Je reviendrai un petit peu plus tard, sur mon parcours, mais je vais, parler très rapidement de ce que je fais actuellement. L'idée, c'est de travailler sur les stratégies social media et la rédaction web, de mes clients. Donc ça, c'est une activité que je fais, en freelance aujourd'hui. Je suis également formateur dans les centres de formation et des écoles de marketing digital, dont Naias, qui organise, cette quinzaine, des métiers du marketing digital. Je travaille pour Naias depuis, 4 ans maintenant. J'ai mis quelques références de clients. Alors, n'allez pas croire que je travaille uniquement pour des clients qui ont des logos bleus. C'est un hasard, mais voilà, j'ai eu l'occasion de travailler pour, Ricard avec toutes les contraintes que ça peut impliquer en matière de communication. La communication pour les marques d'alcool est assez réglementée, en France. Nokia, Olympus, Ford. Je reviendrai encore une fois sur quelques exemples, par exemple, de clients pour lesquels, j'ai pu travailler et les contraintes que ça a pu apporter. Hem Pendant cette, conférence, qui va durer une demi heure, je vais essayer de revenir donc sur mon parcours. Comment est-ce que je suis devenu social media manager? Est-ce que c'est un parcours du combattant? Est-ce que ça s'est fait plutôt facilement? Est-ce que, mon parcours pourrait être refait, à l'identique aujourd'hui? Je reviendrai également sur les différents métiers qui, gravitent autour de l'activité, du social media. On verra qu'il y a plusieurs cœurs de métier. Et il faut vraiment faire attention justement à tous les termes qui sont, utilisés dans ces activités pour ne pas, par exemple, candidater à un poste qui ne serait pas exactement celui, que vous aimeriez faire. Je reviendrai un peu sur, ma routine. Alors le terme routine est un petit peu péjoratif. J'ai la chance d'être en freelance, donc j'ai pas de routine, si terrible que ça, mais je reviendrai sur les tâches, les outils que j'utilise, quelles sont les astuces pour trouver, des missions ou un poste, par exemple. Et puis je terminerai en parlant un petit peu de l'activité freelance. J'ai pas la prétention d'être un conseiller, pour toutes les personnes qui veulent, lancer leur activité en freelance, mais il y a quand même quelques petites choses à savoir, quelques écueils à éviter, certains dans lesquels je suis tombé d'ailleurs. Pendant toute la conférence, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. Donc, vous devriez avoir une icône converser. Utilisez-la, abusez-en. N'hésitez pas à poser vos questions. Pour la plupart, je répondrai en fin de conférence, mais si je vois une question passer qui me semble pertinente au moment où je suis en train de parler, j'y répondrai dans l'immédiat. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Ce n'est pas audio, c'est écrit, donc vous n'avez pas à être timide. Je commence donc en parlant un petit peu des différents métiers qui gravitent autour de l'activité du social media. Euh, En fait, on est sur un métier qui est pas si récent finalement, parce que ça fait déjà, pour ma part, une dizaine d'années que je suis social media manager. Mais à l'échelle de l'humanité, le social media, ça reste assez récent. Donc, on est sur des métiers qui sont malheureusement encore incompris. Euh, on va tout de suite décrypter un petit peu les termes qu'on rencontre le plus souvent, et ensuite je vous parlerai de mon parcours qui gravite entre ces différents métiers-là. On va souvent rencontrer le terme de social media manager. C'est le terme qu'on rencontre le plus régulièrement parce que c'est en général l'activité qui est la plus courante.
Le social media manager, c'est vraiment la personne qui va être en charge de la stratégie, donc de l'élaboration de la stratégie pour son client. Un client, il y a plusieurs cas de figure, hein, des clients qui vont me contacter parce qu'ils lancent leur activité. Dans ce cas-là, tout est à faire. Donc, c'est plutôt intéressant pour nous, social media manager, de partir de zéro et de se poser la question comment est-ce que je vais amener mon client dans sa stratégie social media. Alors, on passe par des méthodes de marketing digital assez classiques. On va étudier la cible. On a des outils pour ça. On va étudier les objectifs de notre client. On va essayer de les définir. On va, pourquoi pas, créer des personas pour essayer vraiment de savoir à qui est-ce qu'on s'adresse. Et puis ensuite, on va travailler la ligne éditoriale. On va essayer de savoir comment est-ce qu'on peut publier du contenu régulièrement sur les réseaux sociaux avec l'objectif final qui est régulièrement amener du trafic vers le site de notre client. C'est régulièrement le cas quand on a notamment des clients qui ont un site e-commerce. Les réseaux sociaux peuvent nous permettre d'amener du trafic vers le site e-commerce de nos clients. Donc, ça va être un levier qui va être assez intéressant dans la stratégie. Donc, le social media manager, c'est la personne qui va élaborer la stratégie, qui va monitorer un peu l'ensemble. On va rencontrer ensuite assez régulièrement le terme de community manager. C'est peut-être d'ailleurs celui qui est le plus répandu. Vous me le confirmerez dans le chat si c'est le cas. Le community manager, en fait, on est sur un métier beaucoup plus opérationnel. C'est la personne qui va mettre en application la stratégie qui a été élaborée par le social media manager ou par les personnes qui sont responsables du marketing digital. Le community manager, il va créer le contenu, le diffuser en temps et en heure sur les différentes plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, que sais-je. C'est vraiment la personne qui va être au plus près de la communauté. C'est lui également qui va interagir avec les utilisateurs. Parce que le community manager, eh bien, il va avoir des questions qui vont être posées par les clients, par les prospects, et il va falloir y répondre en temps et en heure. On estime en général à 2 heures le temps qu'il faut pour répondre à un commentaire de la part d'une marque. Passé 2 heures, le client va considérer que la marque a mis trop de temps à répondre. Ça devrait justifier le fait qu'un community manager est essentiel dans la stratégie de nos entreprises, parce qu'aujourd'hui, et notamment avec l'avènement de Twitter, tout va beaucoup plus vite. J'ai moi-même contacté ma compagnie aérienne il y a 2 heures pour poser une question. J'ai eu une réponse dans les 5 minutes, donc j'étais assez satisfait. Et puis enfin, on a une autre activité qui concerne une activité que l'on va qualifier de paid, de payante. C'est le Social Ads Manager qui va s'en charger. En fait, la plupart du temps, le contenu que l'on va diffuser sur les réseaux sociaux, c'est du contenu qu'on va pouvoir diffuser gratuitement. On crée une publication, on la diffuse, nos utilisateurs vont pouvoir la voir. Le problème, c'est que tous les utilisateurs ne vont pas voir cette publication parce que Facebook, Instagram, les autres réseaux sociaux vont restreindre la visibilité, la portée de nos contenus. Le Social Ads Manager est la personne qui va pouvoir, moyennant finance, diffuser un message à plus grande échelle. Sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, vous avez des plateformes publicitaires qui nous permettent de créer des pubs et de diffuser ces messages à une plus grande échelle. On peut très facilement, pour une poignée d'euros, diffuser une publication à des centaines de milliers de personnes. Ça, c'est le travail du Social Ads Manager. On a également plein d'autres métiers qui sont liés à cette activité. On peut avoir des personnes chargées des relations influenceurs, des rédacteurs qui parfois vont être des rédacteurs qui créent du contenu optimisé pour les moteurs de recherche, et puis des personnes qui vont être des créatifs, qui vont créer des contenus particulièrement conçus pour les réseaux sociaux. N'oubliez jamais, si votre ambition est de postuler pour un poste tel que cela, n'oubliez jamais de lire en intégralité le descriptif de la mission, parce que les intitulés sont parfois un petit peu banco, et on peut voir parfois des annonces de community managers qui doivent être en charge de la stratégie social media et qui vont devoir écrire des articles pour le blog du client et qui vont devoir lancer des campagnes publicitaires. Bref, c'est un métier qui est quand même assez récent. La terminologie n'est pas encore comprise de toutes les agences, de tous les recruteurs. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça, à lire l'intégralité du descriptif. Aujourd'hui, je suis un peu les trois. Il m'arrive de faire des stratégies social media. Il m'arrive de faire un travail de community manager, c'est-à-dire de créer le contenu, de le diffuser et de répondre aux questions des utilisateurs. Et il m'arrive également, assez souvent d'ailleurs depuis quelques années, de lancer des campagnes publicitaires pour mes différents clients.
Je vais revenir d'ailleurs sur mon parcours. Alors, ça peut être intéressant, j'aime pas trop parler de moi, mais c'est quand même l'objet de cette conférence, donc ça serait dommage de ne pas le faire. J'ai eu un parcours universitaire assez classique, à savoir un BTS communication des entreprises, suivi d'une licence information communication à la Sorbonne Nouvelle, et puis j'ai terminé par un master culture et métiers du web. La particularité de ce master, c'est qu'il était en alternance pendant 2 ans. L'alternance, c'est un bon moyen de se plonger vraiment dans le métier, donc c'est ce qui m'a fait comprendre que c'était le métier qui m'intéressait le plus. À l'époque, on est en 2009, hein, le terme community manager n'est pas encore très répandu et pour cause, Facebook et Twitter se sont vraiment démocratisés fin 2010, fin 2007, début 2008 en France. Donc, on est sur des métiers qui sont assez nouveaux. Pour ma part, j'étais officiellement chef de projet web. C'était encore l'intitulé sur ma fiche de poste. J'ai travaillé dans plusieurs agences avant d'être freelance. Une agence qui s'appelle Aika, une autre agence qui s'appelle Wunderman du groupe WPP et qui est une structure un peu plus importante. Et puis, ma dernière expérience salariée, j'étais tout simplement responsable du pôle social media avec des clients assez importants comme Universal Pictures, par exemple. Donc, mon travail consistait à élaborer la stratégie de lancement sur les réseaux sociaux de tous les films d'Universal. En France, bien sûr. Je suis freelance depuis 2014, soit depuis 5 ans. Alors, pourquoi je me suis lancé en freelance? Au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre de travailler en agence. Alors ça, c'est vraiment un feeling qui est propre à chacun. Dans mon cas, j'avais envie de voler un peu de mes propres ailes et je sentais surtout que j'avais le réseau qui était compatible à une activité freelance. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis lancé en freelance. On reviendra tout à l'heure sur les petites précautions qu'il faut prendre avant de se lancer en freelance. Donc ça, c'est une activité un peu professionnelle. C'est-à-dire que j'ai commencé vraiment à être social media manager à des fins professionnelles à partir de 2009. En réalité, mon activité de social media manager, community manager remonte un petit peu plus tôt parce que le vrai projet qui m'a fait plonger dans ce métier-là, c'est le lancement d'un site web en 2003, qui est un site obscur sur les jeux vidéo japonais, donc pas très intéressant pour le sujet du jour. En tout cas, le fait de créer ce site web, qui était un site totalement bénévole, un site de passion, m'a fait découvrir les réseaux sociaux parce que en 2009, je me suis retrouvé confronté à un problème. Il n'y avait plus personne sur les forums de mon site et tout le monde ne vouait un culte à Facebook. Et donc, je me suis posé la question, est-ce que Facebook ne serait pas un outil pertinent pour générer davantage de trafic sur ce fameux site éditorial? Bon, j'ai créé une page Facebook et j'ai vu au fur et à mesure qu'effectivement, c'était un levier super intéressant pour ramener du trafic. Je parle d'un projet qui est sans pub, qui ne me rapporte pas d'argent, donc qui est sans aucune prétention commerciale. Mais vous imaginez qu'appliqué à une stratégie pour une activité ou un projet que vous aurez lancé, les réseaux sociaux peuvent vraiment être un levier hyper intéressant pour pouvoir générer davantage de trafic. Aujourd'hui, la page Facebook du site en question a 10 000 fans. Je n'ai jamais fait de recrutement payant, donc ça montre qu'aujourd'hui, on a encore la possibilité de générer des audiences assez importantes avec les réseaux sociaux. En ce qui concerne les secteurs dans lesquels je travaille, c'est assez varié en fait. On m'a proposé des missions dans un peu tous les secteurs. Moi, j'ai une affinité particulière du fait de ce projet que j'ai lancé étant encore au collège. Donc, ce n'est pas très récent. J'ai une affinité particulière pour le secteur du divertissement, de la high-tech, mais j'ai de plus en plus de clients qui ont des petites structures et des sites e-commerce qui me contactent. Par exemple, je pense à cette marque de thé bio qui m'a contacté il y a 6 mois maintenant et pour laquelle je crée le contenu, j'alimente les réseaux sociaux. Il faudra attendre un petit peu avant de voir si ça a boosté les ventes. En tout cas, ça permet quand même d'asseoir la notoriété de la marque et puis surtout de créer une vraie communauté et des personnes qui vont elles aussi parler de cette marque. En ce qui concerne mes clients, je travaille en général avec, donc comme je l'ai dit, des petites structures, mais il peut m'arriver de travailler aussi avec des agences. Je constate le plus souvent que ce sont les agences RP, donc relations presse traditionnelles, qui vont faire appel à des social media managers. En général, une agence RP va savoir gérer en fait les relations presse traditionnelles. Donc, aller contacter la presse, les relancer pour qu'un communiqué soit diffusé dans un journal, sur un site web par exemple. Mais
peut se poser la question du community management. Et dans ces cas-là, il arrive très souvent qu'elle fasse appel à un indépendant, par exemple, pour pouvoir assurer cette prestation-là. De plus en plus d'agences RP intègrent la compétence du community manager dans leur champ de compétences. J'ai une question qui vient sur le chat. Qui s'occupe de la e-réputation? Alors, ça peut être également géré par le social media manager. En tout cas, moi, ce n'est pas une activité que je fais. Ça dépend ce que vous appelez e-réputation, mais si l'idée, c'est de gérer vraiment la notoriété de la marque et la façon dont elle est perçue sur les réseaux sociaux, ça fait partie de l'activité du social media manager. On parle souvent également de relations avec les influenceurs. Ça peut être une activité qui est gérée par l'agence RP, justement. Vous avez également des social media managers qui vont se spécialiser dans la relation influenceur. Donc, tout ça, de toute façon, c'est des activités qui sont très liées. Quand on fait du social media management, on fait également de la réputation. Et donc, tout ça participe un peu à l'ensemble de l'activité et du marketing digital, d'ailleurs. Et les contacts réguliers avec lesquels je suis en général, eh bien, ça va être la personne en charge des relations presse, le responsable marketing digital de la marque ou le responsable communication, ou les trois en même temps. C'était le cas notamment chez Nokia. Hein, on avait ces trois entités et le social media management qui étaient intimement liés et c'était très pratique pour les lancements de produits notamment. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions, le chat est fait pour ça. On va maintenant parler un petit peu du quotidien du community manager et quels sont notamment les prérequis indispensables. C'est une question qui revient souvent quand je parle de mon activité. La première chose, c'est une curiosité naturelle. Il faut que vous ayez l'envie de découvrir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Un social media manager, il va faire de la veille en permanence. Facebook va lancer une nouvelle fonctionnalité, il faut impérativement que vous soyez au courant pour pouvoir éventuellement tester cette fonctionnalité sur l'un de vos clients. Il va falloir également faire preuve d'une orthographe impeccable, notamment si vous travaillez sur la conception des contenus. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de coquilles dans ma présentation. En tout cas, le social media manager, le community manager, c'est vraiment le porte-parole de la marque. Et donc, si vous faites une coquille, ça sera évidemment relevé, ça sera peut-être même amplifié, donc il faut vraiment faire très attention. Au-delà même des coquilles, faire attention au choix des mots qui vont être utilisés. On a très souvent des bad buzz qui peuvent être lancés pour une terminologie qui n'a pas été très bien trouvée par la marque, par exemple. Donc ça, il faut vraiment bien penser à la rédaction de ces contenus, les faire relire, les faire valider. Parfois, on voit des choses passer, on se demande comment est-ce que ce tweet, par exemple, a pu être validé en interne. Ça peut arriver. Et enfin, il faut faire preuve de réactivité parce que vous pouvez avoir des crises. Je ne vous le souhaite pas, mais si vous êtes social media manager, community manager, c'est en général sur les réseaux sociaux que les crises vont se lancer. Ça fait partie de la réputation hein, dont on parlait tout à l'heure par la question qui a été posée. Donc ça, on a des outils qui existent qui permettent d'avoir des alertes en fonction des différentes mentions de la marque qui ont été faites. Si vous voyez dans une matinée, alors je ne vous souhaite pas que ce soit un week-end, mais si vous voyez que vous avez de plus en plus de mentions de votre marque sur les réseaux sociaux depuis quelques heures, ça peut signifier qu'il y a peut-être un message un peu négatif qui est en train de se propager. Donc ça, évidemment, il faut y faire très attention et il faut savoir répondre surtout à ces éventuels bad buzz. Alors la réponse, elle ne se fait pas tout seul, par pitié. Hein, si vous êtes community manager, ne décidez pas tout seul du jargon que vous allez utiliser ou de la réponse que vous allez apporter. Il faut évidemment se concerter avec l'ensemble de l'équipe ou alors votre client en direct pour pouvoir savoir quels éléments de langage vous allez pouvoir utiliser. C'est un peu comme en politique, hein, on retrouve des éléments de langage et il va falloir répondre à tous les utilisateurs en respectant un peu cette charte que vous avez fixée. En ce qui concerne les outils, donc je vous ai mis un petit exemple d'outils qu'on peut utiliser quand on est social media manager ou community manager. Vous avez, dans un premier temps, je vous ai mis PowerPoint et Keynote. Ça paraît évident, mais je le rappelle toujours, si vous n'êtes pas à l'aise avec PowerPoint ou si vous n'êtes pas à l'aise avec son équivalent pour Mac Keynote, il va falloir vous y former parce que c'est un outil qui est indispensable. On ne présente pas ces stratégies social media sur des documents Word. Il va falloir essayer d'embellir un petit peu son travail et donc c'est indispensable de faire ses recommandations sur ces différents outils. C'est aussi avec PowerPoint et Keynote qu'on va pouvoir
faire les bilans, par exemple. On ne va pas balancer un fichier Excel à son client. On va essayer d'interpréter les statistiques. On va essayer de montrer que le mois dernier, on a eu tant de nouveaux abonnés sur nos pages, qu'il y a eu tant de personnes qui ont vu nos messages et que c'est une croissance hyper intéressante par rapport au mois dernier. Donc ça, il faut absolument le mettre en valeur. Et pour mettre en valeur des informations, il faut le passer dans une recommandation, une présentation, comme ce que je fais aujourd'hui d'ailleurs. Le deuxième outil que je pourrais vous recommander, c'est Photoshop. En tout cas, un outil qui permet de créer ou de modifier des visuels. Vous allez devoir, en tant que community manager ou social media manager, concevoir des visuels. Parfois, ça peut être sous-traité ou délégué à un service graphique, par exemple, mais il va falloir avoir une affinité pour le visuel. En tout cas, Photoshop va vous permettre de créer ces contenus. Vous avez des alternatives gratuites qui existent et si vous n'êtes pas très à l'aise avec Photoshop, qui est en plus un outil payant, hein, qui est soumis à un abonnement maintenant, vous pouvez utiliser des outils comme Canva, qui est un outil gratuit assez intéressant pour créer des contenus. Voilà, on me suggère Canva justement dans le chat. Instagram est intéressant notamment pour faire des stories, des contenus un peu plus éphémères. On me pose la question, Géraldine me demande quels outils j'utilise pour créer des vidéos simples. Alors, je triche un peu parce que dans mes études, j'ai eu la chance d'apprendre un peu ces outils de création vidéo. Vous avez pas mal d'outils qui existent en ligne pour pouvoir créer des vidéos assez simplement. Je crois même que YouTube aujourd'hui vous permet d'éditer une vidéo avant même de la mettre en ligne. Vous avez la possibilité notamment de revoir l'image et je crois même de faire du montage. Donc, ça peut être aussi une option. Dernier outil que l'on peut avoir à utiliser, qui est un outil qui est assez répandu, qui s'appelle Hootsuite. On a une alternative qui s'appelle Buffer. Ces outils-là nous permettent de gérer sur une seule et même interface l'intégralité des contenus qu'on va pouvoir publier sur nos réseaux sociaux. Concrètement, vous créez un compte sur Hootsuite, qui est un outil gratuit dans une certaine mesure et payant à partir du moment où vous pouvez gérer plusieurs réseaux sociaux. Sur Hootsuite, vous allez pouvoir décider de tous les messages que vous allez diffuser sur l'ensemble de vos réseaux sociaux depuis une seule et même interface. Ça vous évite de vous éparpiller, publier votre message sur Facebook, aller ensuite sur Twitter, aller ensuite sur Instagram. Donc, c'est intéressant pour pouvoir monitorer l'ensemble de sa communication. C'est surtout intéressant dans le cas d'Hootsuite pour gérer toutes les questions des utilisateurs. Vous allez pouvoir notamment à plusieurs mains répondre aux questions de nombreux utilisateurs sur Hootsuite. Vous pouvez, par exemple, vous recevez un message. Ce n'est pas à vous de répondre à cette question parce que c'est une question qui est un peu trop technique. Vous pouvez assigner cette question à l'autre personne en charge du SAV qui, elle, sera plus propice à y répondre. On me demande entre Hootsuite et Buffer, donc Géraldine, hein, merci pour vos questions. Quels sont mes outils préférés? Alors, je vais être quand même très transparent avec vous. Hootsuite, je l'utilise quand un client exige que je passe par cet outil-là. Ça n'a pas encore été tout à fait prouvé, mais il y a des risques qu'un contenu diffusé par l'intermédiaire d'Hootsuite n'atteigne pas la portée maximale qu'il aurait eu en le diffusant directement sur Facebook, par exemple. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je préfère toujours diffuser mes contenus directement sur les plateformes concernées, mais c'est mon métier. Et donc, je comprendrais tout à fait que quelqu'un qui a pas mal de choses à faire, y compris le community management, puisse passer par ces outils-là. Hootsuite reste pour moi quand même la valeur la plus sûre. Vous avez d'autres alternatives qui existent, mais je pense que c'est celui qui a réussi à avoir un partenariat assez fort avec Facebook pour permettre pas mal de fonctionnalités. On me demande si le community manager égale, donc c'est Thomas hein, qui me demande si community manager égale service client. Ça fait partie de l'activité du community manager. Le service client passe de plus en plus par les réseaux sociaux, mais ce n'est pas que ça. Le community manager, il a aussi la charge de la création du contenu. Et je dirais que le service client, dans mon cas, la réponse aux utilisateurs, pour être un petit peu plus précis, concerne peut-être 20-25% du temps que je consacre à mes clients. Mais c'est pas, ça dépend vraiment de la taille du client. Si demain, je prends la communication de Samsung, évidemment, qu'il va falloir plusieurs personnes pour gérer à la fois le community management et le SAV, le service client, parce que ce sont des entreprises qui ont énormément de questions qui sont posées chaque jour sur leur plateforme social media. Dernier point en ce qui concerne le quotidien du community manager, comment trouver un poste
En fait, moi, je vous conseille déjà de soigner votre présentation en ligne. Avoir une présence qui soit solide sur LinkedIn, par exemple, c'est vraiment le principal. Un recruteur qui cherche un community manager, et même si vous postulez, la première chose qu'il va faire, c'est aller voir si votre profil LinkedIn est bien rempli, s'il est convenable, quelles sont vos précédentes expériences. Veillez aussi à passer en privé les plateformes sur lesquelles vous auriez du contenu un peu trop personnel que vous ne voulez pas voir transiter. Mon compte Facebook, par exemple, à part ma photo de profil, on ne voit pas grand-chose d'autre. Donc ça, c'est un truc qui est hyper important, hein. J'ai été moi-même recruteur de community manager. Évidemment, on va regarder tout ça. Donc, pensez à passer en confidentiel vos réseaux sociaux privés et par contre à donner de la visibilité à votre profil professionnel sur LinkedIn, par exemple, sur Twitter également. Valoriser vos projets personnels. Évidemment, le site que j'ai lancé en 2003, qui est un truc tout à fait amateur, mais c'est quelque chose que j'ai énormément mis en avant et que je mets encore en avant aujourd'hui parce que ça démontre qu'il y a une vraie passion, un vrai intérêt pour le secteur du community management et de l'éditorial. Faites de la veille également. Pourquoi pas repartager sur votre LinkedIn quelques actualités qui vous semblent intéressantes, donner votre avis dessus si vous en avez un, bien sûr. Créer un site vitrine également, ça va être important. J'ai la chance d'avoir un site qui, quand on tape dans Google Social Media Manager Freelance, mon site web remonte dans les premiers résultats de recherche. Alors évidemment, ça fait un moment que je travaille sur ce site, mais c'est hyper important de soigner sa présence en ligne parce que les missions, elles ne vont pas venir toutes seules. C'est hyper, hyper, hyper important. Et puis enfin, je recommande, notamment si vous voulez vous lancer en freelance, qui sera le dernier point de la conférence, et je vois que 30 minutes, ça passe très vite. Avoir une première expérience en agence, c'est hyper, hyper important parce que ça vous permettra déjà de gérer plusieurs clients en même temps. Et puis de comprendre un petit peu ce qui se passe du coup du côté de l'agence. Moi, je n'aurais jamais pu gérer aussi bien mon activité freelance sans avoir fait une activité en agence. Je sais maintenant comment fonctionnent les agences. Euh, Par exemple, je sais les marges qu'elles peuvent éventuellement prendre. Je sais également le fonctionnement en interne de l'ensemble des strates de validation. Et donc, ça permet d'anticiper les éventuelles questions. Je pense souvent à une chose, hein, quand je travaille avec une agence ou avec un client, je sais exactement les questions que je dois poser. La première que je demande, c'est est-ce que le client a des ressources visuelles disponibles pour pouvoir faire du community management? Si vous travaillez pour un client qui n'a pas de visuel de ses produits, pas de photos, pas de rien à mettre en avant en termes de visuel, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Donc un stage, pourquoi pas une alternance. En tout cas, il va falloir absolument faire une immersion pour pouvoir comprendre exactement ce que c'est que ce métier et comment fonctionne l'activité. Alors, j'ai plein de questions qui me viennent, j'y répondrai tout à l'heure. Je termine tout simplement sur la partie devenir freelance et ensuite je répondrai à toutes vos questions. Comment est-ce qu'on devient freelance? Alors, je vous ai parlé un petit peu de mon parcours tout à l'heure. Moi, j'ai décidé un peu de manière abrupte de passer freelance. Donc, j'ai quitté mon poste et je me suis lancé en freelance le lendemain. Donc, ce n'était pas la chose la plus intelligente que j'ai fait dans ma vie, mais je savais que j'avais derrière des anciens collègues, des anciens porteurs de projets qui pouvaient être un contact précieux pour mon activité freelance. Donc, je ne prenais pas trop de risques en réalité. La première chose que je pourrais vous conseiller, parce que je ne vous recommande pas de faire comme moi, j'ai peut-être un coup de chance là-dessus. Dans un premier temps, si vous n'êtes pas sûr que l'activité freelance soit vraiment faite pour vous, gardez votre activité salariée et pourquoi pas réduire le temps passé à votre activité salariée et en parallèle vous lancer en freelance. Alors, il faut savoir quand même que l'activité freelance peut demander un petit peu de temps. Donc, j'entends très souvent des étudiants notamment qui vont trouver leur premier travail et qui en parallèle voudraient se lancer en freelance. Oui, je pourrais faire ça le week-end. Si ça vous plaît, pourquoi pas. Attention, alerte quand même, hein, quand vous avez une activité salariée en semaine plus euh, du travail freelance le week-end, ça peut devenir assez vite compliqué. Donc, garder son activité salariée, notamment pour pouvoir garder une rémunération qui soit permanente. Deuxième chose, comme je le disais tout à l'heure, se donner un peu de visibilité sur LinkedIn, s'inscrire sur les annuaires de freelance. Vous avez un site qui s'appelle Malte, qui s'appelait Upwork avant, qui ont décidé de changer de nom pour s'internationaliser. Malte est une plateforme sur laquelle vous pouvez vous inscrire en tant que freelance pour donner de la visibilité à votre profil, à votre activité. Alors attention, il y a quelques petites choses à savoir sur Malte. Déjà, la plateforme vous prend 10% de la prestation, donc il va falloir gonfler peut-être votre prétention.
Et surtout, j'ai tendance à constater que les demandes qui me sont faites sur Malte sont parfois pas toujours très sérieuses. Les briefs sont parfois assez obscurs. Et dans mon cas, hein, et je parle vraiment que de mon expérience, j'ai parfois l'impression que les personnes me contactent sur Malte et elles n'ont pas fait l'effort de chercher avant vraiment ce qu'elles voulaient. Donc, il faut se méfier un petit peu des missions. Ça fait 4 ans maintenant que je suis sur Malte. Je n'ai fait qu'une mission sur Malte et j'en ai refusé pas mal pour soit des budgets qui étaient complètement délirants, pas suffisamment importants, hein, bien sûr, soit des missions qui étaient trop floues, le métier qui n'était pas compris. Donc, j'invite d'ailleurs tous les potentiels recruteurs sur Malte à voir ou revoir cette conférence. Et il faut vraiment, comme je le disais tout à l'heure, aussi avoir un site, vous créer un petit portfolio en ligne pour pouvoir gagner en visibilité. Et enfin, la dernière chose, il faut savoir que quand vous vous lancez en freelance, les revenus ne sont pas réguliers, en tout cas pas aussi réguliers que quand vous êtes salarié. Le confort d'être salarié, c'est que vous avez votre salaire qui tombe à la fin du mois et c'est plutôt confortable. En tant que freelance, ce n'est pas exactement le cas parce que votre rémunération, elle est soumise à la fréquence des missions que vous allez faire. En août, j'ai pas travaillé. Voilà, je me suis pris des vacances et donc je sais que en septembre, je vais avoir une rémunération qui va être un petit peu plus faible parce que je n'aurai pas envoyé de facture à la fin du mois. Donc ça, c'est hyper important de le garder en tête et surtout, il faut savoir que vous avez des cotisations sociales à payer et donc il faut être très au clair là-dessus et pourquoi pas faire le point avec un expert comptable avant pour pouvoir exactement savoir de quoi va être fait votre portefeuille à la fin du mois. Dans tous les cas, n'oubliez pas qu'en France, on a la chance d'avoir le statut auto-entrepreneur. Ça prend littéralement 1 heure de créer un statut auto-entrepreneur en ligne et après quelques semaines pour recevoir l'intégralité des papiers. Mais on peut très facilement se créer un statut auto-entrepreneur. Pour les premiers mois, pour la première année par exemple, je recommande ensuite, hein, par contre, de passer sur une structure un petit peu plus solide. Mais ça vous permet de tester et surtout quand vous êtes auto-entrepreneur, eh bien, vous n'avez pas de charges de cotisation à payer si vous n'avez pas de rentrée d'argent. Donc, c'est quand même relativement intéressant. Voilà en ce qui concerne l'activité freelance. Je vais désormais répondre à vos différentes questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet conversation. Je vois toutes les questions passer, donc je vais tout de suite répondre à certaines d'entre elles. Monica me demande, est-ce que je peux décrire une journée de travail? Alors, c'est vrai que j'aurais dû le faire, j'ai oublié de le faire. Je suis freelance, donc ma journée de travail, elle va être vraiment différente d'un jour à l'autre. On va dire que quand on est salarié, la plupart du temps, la première chose qu'on va faire quand on arrive au bureau le matin, ça va être de regarder quelles sont les interactions qu'il y a eu depuis hier soir, depuis la veille, sur les différents réseaux sociaux de ses clients. Donc pour ça, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, on a tous les outils, toutes les notifications qui sont là pour nous aider à faire cette tâche. Mais c'est vraiment la première chose qu'il faut faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, une personne qui va poser une question sur les réseaux sociaux va attendre une réponse dans les 2 heures. Donc, bon, si la personne pose la question à 23 heures, je pense qu'elle comprendra que vous ne répondez que le lendemain vers 9 heures. Mais c'est important de tout de suite euh, répondre aux éventuelles interactions qu'il y aura eu sur les réseaux de vos clients. Ça, c'est une première partie du travail du community manager, de sa journée. Ensuite, eh bien, ça dépend vraiment de l'activité que vous avez, mais dans mon cas, je vais pouvoir faire des recommandations pour des clients, donc avancer sur une recommandation, le lancement d'une stratégie social media que je dois rendre aux clients pour la semaine prochaine. Je vais parfois avoir à écrire des articles pour le blog d'un client parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la création de contenu et notamment l'optimisation de ces contenus pour les moteurs de recherche. Donc là, je vous renvoie à la conférence sur le SEO manager qui sera un petit peu plus tard dans la semaine. La création d'articles va être hyper importante aussi. Et puis après, vous avez la création des plannings éditoriaux. Donc, quand je gère la création des contenus pour mes clients, il y a une partie de ma journée qui va être consacrée à la préparation des différents contenus que l'on va diffuser dans les semaines à venir. La préparation des visuels, des réunions téléphoniques aussi. Alors, moi, j'essaie de les éviter le plus possible parce que là, je suis un peu allergique à la réunionite, mais c'est indispensable parfois de faire le point. Quelles sont les prochaines annonces que le client va devoir faire et il faut impérativement anticiper toutes les questions. Donc voilà, il y a énormément de tâches qui sont liées au community management.
Et ça serait bien difficile de décrire une journée type. En tout cas, j'espère avoir répondu à votre question, Monica, en citant quelques points importants. Nicolas me demande s'il y a plus d'emplois en agence ou en freelance. Alors, comme je suis freelance depuis 4 ans, j'aurais bien du mal à répondre à cette question. J'ai quand même le sentiment que de plus en plus d'agences recrutent directement des community managers. En tout cas, il y a du travail en freelance. Alors, il y a aussi de plus en plus de freelance community manager, donc c'est quand même beaucoup plus difficile aujourd'hui, je dirais, de se lancer en freelance qu'il y a 10 ans. Moi, je triche un peu, hein, vraiment, quand je me suis lancé dans cette activité, c'était un métier qui était encore très récent, qui était très demandé. Ça reste une activité très demandée. Il y a du travail, il y a des missions, mais on a peut-être plus besoin de chercher les missions qu'il y a 5 ans, par exemple. Vraiment, il y a 5 ans, je recevais 2-3 missions par jour. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On me demande quelles sont les possibilités de faire un stage. Donc, c'est Pascal qui me demande ça. Quelles sont les possibilités de faire un stage à Paris? Est-ce qu'il y a des lieux ouverts, des agences? Je dirais qu'un stage en agence va être la solution la plus intéressante si vous voulez découvrir ce métier. Comme je le disais, ça vous permettra de toucher un petit peu à tout. Ça peut être le défaut des agences, mais ça peut être aussi une qualité pour vous former. Je suis certain que même en candidature spontanée, vous avez de nombreuses agences qui seront intéressées par votre proposition de stage. Vous savez qu'en plus, un stage inférieur à 2 mois, en général, il n'y a pas d'indemnisation nécessaire. Par contre, pour pouvoir faire un stage dans la règle de l'art, il faut avoir une convention, donc être en formation. C'est là où les formations comme NAIAS peuvent être intéressantes pour vous si vous voulez faire un stage dans une agence, par exemple. On recommande souvent hein, aux stagiaires qui sont formés chez NAIAS de conclure leur certification par un stage parce que ça concrétise vraiment l'activité. Laurent me demande comment est-ce qu'on définit la rémunération. En tant que salarié, malheureusement, ce n'est pas vraiment vous qui allez la définir. Mais je peux vous dire en toute transparence que mon premier job à Paris, donc c'est important hein, d'être noté, mon premier job à Paris après un bac plus 5, j'étais rémunéré 30 000 € bruts par an. C'est une rémunération qui a encore cours en agence. J'avais le sentiment d'être plutôt correctement payé. Et voilà, je sais que certaines agences, je ne vais pas en citer parce que je m'en mettrai certaines à dos, mais certaines agences vont vous dire les gens qui viennent chez nous ne viennent pas pour la rémunération, mais pour les clients que l'on a dans notre portefeuille. Donc, si une agence vous dit ça, vous pouvez déjà vous attendre à avoir une rémunération qui est un petit peu plus légère. En ce qui concerne de la rémunération en freelance, c'est à vous de faire en fait le calcul de combien vous aviez quand vous étiez en activité salariée, combien est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'avoir chaque mois en tant que freelance pour pouvoir survivre à Paris notamment et ses loyers abusivement chers. Mais c'est vraiment propre à chacun. Pour ça, je vous encourage à aller sur Malte, encore une fois, malt.fr, qui vous permettra de voir quels sont les forfaits que pratiquent les community managers ou les social media managers. Alors, ça va de 100 € la journée, hors taxe. Je ne sais pas comment font les personnes qui facturent 100 € pour finir le mois. Et puis, ça peut aller après à 700, 800 € pour des personnes qui sont vraiment dans la stratégie pure et dure et le branding de marque. Combien de temps durent mes contrats avec les clients en freelance? En fait, ça dépend de la mission. Donc ça, c'est Rach, je ne sais pas comment se prononce votre prénom. Ça dépend. En fait, quand votre mission, c'est de créer une stratégie social media, ou vraiment faire le travail initial de recommandation, eh bien, c'est une mission qui va être ce qu'on appelle une mission one-shot. On va envoyer la recommandation, le client aura peut-être les ressources ensuite pour la mettre en application. Dans ces cas-là, c'est une mission qui va durer peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines. Moi, j'aime bien avoir en parallèle, en tâche de fond, des missions de community management et donc de création de contenu et d'alimentation et de gestion des réseaux sociaux. C'est là où l'activité de community manager est intéressante, c'est que vous allez pouvoir garder votre client sur la durée. Un client, il ne va pas changer de community manager tous les mois. Sinon, c'est un petit peu dangereux pour sa ligne éditoriale, pour la cohérence de son activité. Donc, en cela, il m'est arrivé de travailler pendant 2 ans avec Olympus, notamment.
Et donc, la collaboration s'est terminée en début d'année pour des raisons assez diverses et variées qui ne sont pas très intéressantes à expliquer aujourd'hui. Mais voilà, vous pouvez travailler pendant plusieurs années pour le même client en freelance. Ma recommandation, c'est attention, si vous êtes en freelance, ne travaillez pas pour un seul client à temps plein. Déjà parce que c'est du salariat déguisé. Et surtout, si le client du jour au lendemain vous dit bon bah désolé mais on n'a plus les moyens ou alors on n'a plus envie de travailler avec vous, eh bien, comme vous n'aviez qu'un seul client, vous allez vous retrouver un petit peu en difficulté. Donc, mon conseil, c'est vraiment d'essayer d'avoir 3, 4 clients en parallèle pour pouvoir varier les activités déjà et puis essayer euh, de diversifier un petit peu votre portefeuille. Eric me demande si les revenus annuels de freelance sont supérieurs à ceux de salariés que j'étais. Pardon. Oui, je gagne mieux ma vie en freelance qu'en salarié. Et je prends plus de vacances surtout. Donc ça, c'est intéressant. Après, vous avez des freelances qui vont au contraire avoir le plaisir de travailler davantage, de prendre plein de clients. Moi, mon kiff, c'est quand même de travailler pour pouvoir voyager. Donc, c'est vrai que j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir avoir des revenus qui sont assez confortables et qui me permettent de bien gérer mon temps. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce qu'on appelle une charrette, autrement dit, travailler jusqu'à minuit pour pouvoir rendre ce que le client avait demandé. Ça, par contre, c'était assez régulier quand je travaillais en agence. Quelle école pour devenir CM? Je ne saurais pas vraiment vous en recommander une en particulier. Je ne pourrais que vous recommander, si vous le souhaitez, en tout cas, de suivre une formation NAIAS qui vous permet d'avoir un panorama assez varié sur le marketing digital. Ces formations NAIAS, moi, je donne une formation de 2 jours et demi sur le social media management. Donc, ça permet d'avoir déjà un panorama. Alors, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui va être opérationnel derrière sur le community management, mais si vous cherchez vraiment une école qui vous permette de devenir CM, je suis sûr que vous trouverez près de chez vous, en cherchant un petit peu sur Google, une école qui répondra à vos besoins. Donc ça, c'était pour répondre à la question de Monica. Je vois que j'ai fait le tour des questions. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. N'hésitez pas. Et sinon, je vais clôturer cette session. Est-ce qu'il reste encore des questions? Il reste 2 questions, me signale-t-on. Alors, je ne les vois pas passer, mais je vais… Alors, Vincent me demande… alors, est-ce qu'une stratégie social media peut contenir… Alors, combien de réseaux sociaux doit contenir une stratégie? C'est vrai qu'il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui. Twitter, Pinterest, Instagram, Facebook, Snapchat. En fait, ma recommandation principale, si notamment le temps vous manque, c'est d'aller sur moins de réseaux, mais de le faire intelligemment et de le faire à fond. J'aurais tendance à vous dire que 3 réseaux sociaux pour commencer, c'est déjà pas mal de travail. Donc, n'essayez pas de vous éparpiller sur l'ensemble des réseaux sociaux et peut-être faire un peu moins bien le travail. On me demande également toujours, Vincent, comment se former à toutes ces plateformes? Comment est-ce qu'on peut utiliser efficacement chaque plateforme, les objectifs? Mais encore une fois, vous pourrez être opérationnel après une formation faite chez NAIAS. Mais le secret, c'est qu'en fait, il suffit de vous y inscrire et de tester. Moi, j'ai pas eu de formation pour être community manager. C'est ma curiosité personnelle. C'est pour ça que je disais que c'était une qualité qui était requise. C'est ma curiosité personnelle qui fait que j'ai maîtrisé ces réseaux sociaux. Et à force de les utiliser, eh bien, on devient de plus en plus à l'aise. Et maintenant, j'ai mes petits réflexes. D'ailleurs, quand il y a des nouveautés sur Facebook, quand Facebook change son interface, par exemple, je suis un petit peu perdu parce que ça fait 10 ans que j'ai l'habitude de faire telle ou telle manipulation. J'ai d'autres questions. Où peut-on faire de la veille concernant les nouveautés, les études, les réseaux sociaux, les influenceurs du métier à suivre? C'est Catherine qui nous demande ça. Alors, il y a plusieurs sites qui sont intéressants. Moi, je vous recommande de suivre Blog du modérateur, qui est un site français qui, en général, partage assez rapidement et assez efficacement toute l'actualité autour des réseaux sociaux. Donc, Blog du modérateur. Il y en a un deuxième qui s'appelle Siècle digital, qui est aussi intéressant à suivre. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir un aperçu des nouveautés.
On me demande aussi quels influenceurs du métier à suivre. Eh bien, je vous ai mis mes réseaux sociaux LinkedIn et Twitter dans la slide qui est à vos yeux. Donc, vous pouvez évidemment me suivre sur LinkedIn, Bastien Péan, et sur Twitter, mais je dis un petit peu plus de bêtises sur Twitter. Donc, préférez LinkedIn. On me demande également, Virginie demande si on doit traiter de la même manière l'ensemble des réseaux sociaux. J'espère bien comprendre la question. Si c'est la question, eh bien non, il faut vraiment avoir une stratégie qui va être propre à chaque réseau social. C'est tout le travail du social media manager, justement. C'est d'expliquer à son client que sur Twitter, on n'a pas du tout le même rythme que sur Facebook. Ça, c'est des choses qu'on aborde justement quand on se forme aux réseaux sociaux. Et alors, oui, pardon, Virginie me demandait si la stratégie social media était la même que sur Google My Business. Ce sont vraiment deux choses différentes. Google My Business vous permet d'avoir vraiment une présence, la présence de votre entreprise dans Google et notamment dans Google Maps. Ça, c'est une chose qui est fondamentale. Ensuite, vous avez un petit peu moins de choses à faire sur Google My Business une fois que votre entreprise est bien configurée. C'est plutôt sur les réseaux sociaux que ça va se passer. Google avait un réseau social pendant très longtemps qui s'appelait Google+, mais il est mort avant même d'être né, donc c'est plus du tout une plateforme que l'on recommande. Reste-t-il des questions? Où peut-on clôturer cette session? J'en profite pour vous signaler que vous avez d'autres conférences qui vont être données tout au long de la semaine sur, en tout cas animées par d'autres formateurs de NAIAS notamment, pas que, mais par des experts du marketing digital. Cette conférence sera également disponible en replay sur le compte et la chaîne YouTube de NAIAS. Et votre prochaine conférence sera dédiée à l'email marketing. Elle sera animée par Anthony Boudet. Et donc, c'est demain à partir de 9h. Donc, levez-vous tôt, prenez un bon petit déjeuner et suivez avec attention la conférence d'Anthony qui sera, j'en suis sûr, très intéressante. Et suivez également toutes les autres conférences qui seront données au cours de la semaine. Je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou Twitter si vous avez d'autres questions. À bientôt. Merci.